Ouais, donc hier, après l'émission, le Oversight Committee a rendu disponible la totalité des documents qui ont été envoyés par les légataires de Jeffrey Epstein, hein, qui n'avaient pas le choix. Ils ont reçu encore une fois un subpoena qu'ils ont décidé de ne pas combattre devant les tribunaux. Il faut le noter, c'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient volontaires pour collaborer, donc ils ont envoyé la totalité de ces documents-là. Un document qui est censuré pour protéger les noms des victimes, les visages des victimes, parce qu'il y a des photos, etc., etc. Je vous rassure, ce que l'on va voir aujourd'hui, euh, à peut-être une ou deux exceptions près, il n'y a rien qui ne corresponde à ce que une audience en général peut voir. J'ai vraiment été... Déjà, il n'y a pas de document d'ordre de déviation sexuelle dans ce document-là, mais j'ai vraiment pensé à tout le monde et de faire une émission qui soit pour tout le monde. Mais vous allez voir, l'idée ici, c'est de dépeindre ce qu'on appelle un open secret. Et c'est ça ce qui gêne Donald Trump. C'est le fait que ce document, ce birthday book de 2003 rassemblé par Ghislaine Maxwell, démontre que les proches de Jeffrey Epstein savaient. Ils savaient que Jeffrey Epstein multipliait les relations sexuelles avec pudiquement ce qu'ils appelaient des jeunes filles, qui souvent étaient des mineurs. Ce groupe savait. Et ce groupe d'amis, le meilleur ami de Jeffrey Epstein en 2003, c'est Donald J. Trump. Et c'est pour ça que Donald Trump ne veut absolument pas parler de ce birthday book, parce qu'il est disponible. Il sait que s'il fait une déclaration sur ce sujet-là, au-delà de la lettre, ça va attirer l'attention sur les 268 pages de ce document-là. Et ce document-là, dans son ensemble, démontre que il n'y a pas un scénario possible où Donald Trump n'était pas au courant des activités, de certaines activités de Jeffrey Epstein. Je ne dis pas qu'il était au courant, forcément, ce n'est pas la preuve, ce document-là, d'un trafic international tel que Jeffrey Epstein l'a fait, mais il était au courant du penchant de Jeffrey Epstein pour les mineurs. Et d'ailleurs, n'oublions jamais que le pré-contexte à ce document-là, c'est l'interview que Donald Trump fait pour le magazine New York, où il dit que Jeffrey Epstein, c'est son ami, c'est un gars qui est vraiment super, a fantastic guy, je crois qu'il dit fantastic, et que il est vraiment intéressé par les femmes, et plus particulièrement lorsqu'elles sont du côté jeune. C'est ce que dit Donald Trump. Et on ne l'interroge plus sur cette formule-là, d'ailleurs. La seule fois où on l'a interrogé, et encore une fois, on est dans la faillite des journalistes, parce que plus personne vient lui poser la question sur cette déclaration-là. Et la seule fois où cela a été fait, ça a été de sa part de dire non, non, mais de toute façon, c'est Jeffrey Epstein qui m'a forcé à dire ces propos parce que personne voulait témoigner de son amitié. Ce document-là démontre que Jeffrey Epstein avait des amis et que ses amis, principalement, c'étaient des hommes riches, puissants, qui passaient une partie de leur année à jouer au golf du côté de Palm Beach, qui passaient une partie de leur journée à aller faire la fête à un club qui s'appelle Mar-a-Lago et qui, certains d'entre eux, de temps en temps,
prenait l'avion avec Jeffrey Epstein et allait sur son île. Donc on va commencer par éplucher ce document-là pour célébrer les 50 ans de Jeffrey Epstein. C'est un document qui a été rassemblé, fabriqué, dont l'idée vient de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell qui, lors de son entretien, je voulais vous en parler hier, avec Todd Blanche, avait nié, en tout cas avait dit qu'elle ne se souvenait plus de la participation de Donald Trump. Vous allez voir que c'est un trou de mémoire sélectif. Donc, on va commencer. Vas-y, Thomas. Donc, ça, c'est la photographie de la reliure. C'est 3 volumes. Les premières 50 années. Donc, il y a 3 volumes reliés de ce livre-là. Le premier volume débute par un mot de Ghislaine Maxwell, donc qui ne peut même pas nier qu'elle n'est pas à l'origine et qu'elle n'était pas au courant de tout ça. Donc le mot, elle explique pourquoi elle a fait ça et en espérant que cela plaise à Jeffrey Epstein. Et le livre s'ouvre, la première partie de ce livre-là s'ouvre sur une partie historique où on va suivre l'enfance de Jeffrey Epstein. Ça commence d'ailleurs par son certificat de naissance. C'est le document que vous avez là-haut. Donc vous avez vraiment tout le parcours. Vous voyez, ce sont des documents officiels. En bas, il y a House Oversight, donc c'est le nom du comité au niveau de la Chambre des représentants, et chaque page est numérotée comme ça. Mais ce que vous avez en haut, c'est le certificat de naissance de Jeffrey Epstein, et on avance dans la vie de Jeffrey Epstein, qui va aussi bien du moment où il était membre des Boy Scouts aux États-Unis, et donc où il a eu son diplôme pour la première fois. Il y a toute son enfance. Et puis, on arrive à Jeffrey Epstein, jeune adulte. Et après plusieurs pages de Jeffrey Epstein, sa famille, ses enfants, sa famille, excusez-moi, son enfance, l'école, d'un coup, lorsqu'on arrive à Jeffrey Epstein, jeune adulte, il y a un changement de ton. Les souvenirs, on passe de une longue lettre de sa mère qui raconte son enfance à des souvenirs de personnes qui vont mettre en avant les exploits sexuels de Jeffrey Epstein. Il y a un tournant dans ce document où, une fois qu'on a évacué la première partie, on passe très rapidement à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les rapports de Jeffrey Epstein avec les femmes, avec des récits, il faut les garder dans le contexte, il ne faut pas les sortir dans le contexte, qui parfois, on ne sait pas si ce sont des souvenirs ou des situations imaginées où il est question de rapports sexuels en groupe, sous menace d'armes et de viol. C'est la manière dont les amis d'adolescence, les amis des années de jeune adulte de Jeffrey Epstein parlent de lui. Vas-y Thomas, on continue à avancer dans ce document-là. On voit que Ghislaine Maxwell, qui est en charge de la rédaction, de l'assemblage de ce document-là, elle a cette tentation tout le long de ce livre-là aussi d'exister dans ces relations. C'est-à-dire que dans des chapitres où on ne devrait pas avoir du Ghislaine Maxwell, il y a du Ghislaine Maxwell, comme par exemple cette rencontre, cette first date à Noël 1991. Donc, regardez, alors on n'a pas la source de ce genre de document, mais pour vous dire comment toute la personnalité de Jeffrey Epstein, là, à 27 ans,
se construit, donc c'est quelque chose de public, se construit sur le fait que c'est un homme à femme. On communique son adresse, l'adresse de son bureau à New York pour dire, regardez, c'est quelqu'un qui a du succès dans les affaires, qui ne parle aux personnes que s'ils font plus de 1 million de dollars par an. Donc, c'est quelqu'un d'argent et qui, si vous êtes une fille mignonne du Texas, voici son adresse. Vous pouvez lui écrire. Et c'est vraiment cette image qui va se faire au-delà du pouvoir, évidemment, au-delà de l'argent. C'est Jeffrey Epstein qui recherche, qui a un seul but tout au long de son existence, c'est de multiplier les conquêtes. Et c'est un parallèle à faire aussi avec Donald Trump. Vas-y Thomas. Donc vous avez, voilà, c'est des photos, c'est juste pour vous montrer aussi le ton. Il y a un ton humoristique dans ce document-là de Jeffrey Epstein avec ses copains d'université. Et ce sont eux qui témoignent de plusieurs conquêtes, y compris de jeunes filles, y compris de mineurs. Et puis cette photo prise plus tard, apparemment du côté soit de Palm Beach, soit de l'île de Jeffrey Epstein, ce sont les mêmes personnages. Vas-y Thomas. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un texte. Donc c'est un témoignage d'un des amis, c'est pas signé, d'un des amis de Jeffrey Epstein qui a vécu les années de jeune adulte de Jeffrey Epstein au début de sa carrière à New York quand Jeffrey Epstein commence à avoir de l'argent. D'ailleurs, on voit des beaux véhicules et là, on parle d'une invitation sur un bateau. On ne sait pas si c'est écrit à la première personne et ce sont des dialogues qui sont mis dans la bouche de Jeffrey Epstein. On ne sait pas si c'est quelque chose de vrai, mais on continue d'installer cette image d'un Jeffrey Epstein et de ses relations particulières avec les femmes. C'est là qu'il y a écrit qu'une femme est obligée de se déshabiller, menacée par un couteau. Menacée par un couteau. On va continuer dans ces témoignages où on voit, c'est un autre témoignage d'un autre ami de Jeffrey Epstein, qui explique qu'il était en train de coucher, et il le dit dans d'autres termes, de manière extrêmement vulgaire, il était en train de coucher avec une femme lorsque Jeff Epstein est arrivé. Le deuxième témoignage, c'est qu'il dit que lui et Jeffrey Epstein étaient ensemble dans un lit avec d'autres femmes. Donc, on est dans le moment où on commence à se rendre compte que toutes les personnes qui évoluent dans le cercle d'Epstein connaissent sa sexualité. Et c'est important à garder lorsqu'on va rentrer dans les autres documents de ce birthday book. Vas-y Thomas. Là encore une fois, il y a les prénoms qui ont été effacés et donc c'est un rappel de relations sexuelles avec deux jeunes filles qui probablement avaient 17 ans. C'est écrit par un ami de Jeffrey Epstein. Vas-y Thomas. Et donc vous comprenez peu à peu pourquoi on ne veut pas que l'on parle de ce document, parce que encore une fois, là c'est la manière dont cet ami et Jeffrey Epstein faisaient venir chez eux la fille du rabbin pour lui toucher les seins. Donc à quel moment
tout ça se passe? Est-ce que c'était un moment où Jeffrey Epstein et son ami étaient encore adolescents? Dans la chronologie du texte, ça arrive après l'épisode londonien où on estime que ce voyage a été fait lorsque Jeffrey Epstein avait 24 ans. Il s'agit, une nouvelle fois, d'actes vers des mineurs. Vas-y Thomas. Là, c'est la section copine. Oui, c'est la section. Il y a 2 sections girlfriends dans ce texte-là. Et dans ces sections girlfriends, d'ailleurs, on n'a pas vu la 2 et la 3, Thomas, qui sont la table des matières. Donc, on va revenir 2 secondes sur cette table des matières. On voit comment tout ça a été découpé. Le prologue, signé Ghislaine Maxwell, il y a son nom. Famille, Brooklyn, girlfriends, qui sont les petites copines, les fiancées de Jeffrey Epstein lorsqu'il est au lycée. Une section enfant, où encore une fois, on ne sait pas le contexte de tout, gardez ça en tête. Une section amis, où on voit, vous allez reconnaître des noms, Leon Black, le nom d'un ami qui est censuré, on ne sait pas pourquoi, mais la succession Jeffrey Epstein a estimé nécessaire, on verra ce document, ce qu'il comporte, qu'il fallait censurer le nom de cette personne-là. Dessous, vous allez évidemment reconnaître le nom qui est Jean-Luc Brunel, ce Français qui s'est également suicidé en prison et qui était associé avec Jeffrey Epstein dans ce commerce, et il n'y a pas d'autre mot, de jeunes filles européennes, principalement d'Europe de l'Est, sous couvert de futures carrières dans le mannequinat, exactement, et qui en fait trafiquaient des fois pour une seule journée, en cadeau d'anniversaire pour Jeffrey Epstein, par exemple, des jeunes filles vers l'Europe de l'Est jusqu'à l'île de Jeffrey Epstein, donc son nom est là. Bill Clinton, on va y revenir, bien évidemment. Alan Dershowitz, qui est l'avocat qui était un des avocats de Jeffrey Epstein et un des avocats plus tard de Donald Trump au moment de son impeachment. Bill Elkus, qui est un financier, un des premiers investisseurs de PayPal. Et puis après, cette liste multiplie les noms. On va parler de 2 ou 3 noms de cette liste-là, on va revenir, dont le nom de Donald Trump. Donc ça, on nous explique que c'est pour ça qu'on ne peut pas aller voir ce document-là, parce que il place Donald Trump dans une catégorie extrêmement précise qui sont les amis de Donald Trump. Donc c'est la totalité de la... Et donc évidemment, l'autre partie Girlfriends, là, on va rentrer dans... Donc vous voyez, tous les noms ont été cachés. Je pense que certaines de ces pages ont été rédigées par Virginia Giuffre, je pense, par rapport à lorsqu'on est en train lorsqu'on recoupe certaines photos. Je pense que c'est le cas. Donc voilà. Donc ça, c'était le sommaire de la totalité de ce livre-là. On va retourner donc dans notre, je crois que c'était le 16, Thomas, peut-être dans cette première partie Girlfriend. Donc il y a des multiplications de photos et vous voyez, je vous les ai sélectionnées pour vous montrer que on a pris cette position au niveau de la succession et ensuite, j'imagine, les choix ont été validés par l'Oversight Committee de systématiquement censurer ces clichés-là. Vas-y Thomas, on continue. Et on arrive donc dans le 2e volume de ces premières 50 années.
On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Ouais, Cody vient de mettre le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important, où vraiment on a besoin de vous en ce moment en termes de commentaires, en termes de partage, en termes de pouces, parce que malheureusement, le travail que je suis en train de faire là pour vous, c'est un travail que l'algorithme, hein, tout à l'heure on a parlé de Claude et de tous ces outils d'intelligence artificielle utilisés par le Daily Wire. Malheureusement, l'algorithme de YouTube ne fait pas de différenciation entre un travail d'enquête, de dénonciation et quelque chose qui viendrait faire une forme de publicité à ces excès-là. Et ces derniers temps, on vous a beaucoup parlé de l'affaire Epstein. On vous a beaucoup parlé de la santé de Donald Trump et on s'en est immédiatement rendu compte de la part de YouTube. On nous shadowban sur ces sujets-là. De l'affaire JP aussi en France, Exactement. qui n'était pas vraiment quelque chose de acceptable de parler de ce genre de choses. Non, alors on utilise des mots. C'était une émission avec Maître Eolas et il n'y avait rien. On n'a pas montré une image d'abus dans cette vidéo-là. Mais pour l'algorithme bête et méchant de YouTube, c'est exactement la même chose. Et donc, en ce moment, nos contenus ne sont plus mis en avant par YouTube à des nouveaux spectateurs. C'est une forme de censure, mais pas une censure parce que, oh mon Dieu, ils sont en train de... Non, c'est une censure complètement débile contre laquelle on ne peut rien faire. Il faut juste qu'on attende que ça passe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on refait une émission sur un sujet comme ça, ça nous fait, on a une notation. Notre notation baisse à chaque fois. L'émission d'aujourd'hui, mais il fallait la faire et évidemment, on ne fait pas les émissions par rapport à la notation. L'émission d'aujourd'hui, là que je suis en train de faire, elle va être terriblement notée par YouTube. Donc voilà, donc c'est extrêmement important de partager, de mettre ses pouces, de vous abonner et de cliquer sur la seule notification parce que sinon, vous n'allez pas voir notre contenu. Voilà. On fait un petit jingle et on reprend le deuxième volume de ce Birthday Book rassemblé par Jason Maxwell pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Alors, avant de lancer les prochaines pages, Thomas, je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce que l'on vient de voir, qui sont les années lycée puis jeune adulte de Jeffrey Epstein, avec tous ces témoignages d'amis encore une fois, hein, c'est lorsqu'il est à l'université, par exemple, etc., etc. Lorsqu'il va faire son premier, il y a un document que je ne vous ai pas montré qui est un de ses amis qui raconte leur premier voyage ensemble en Europe. Donc, toi qui as pu lire aussi ces documents, évidemment, je n'ai pas mis tout en avant. Tu en retiens quoi? Est-ce qu'il y a un aspect que tu voudrais mettre en avant? Il y a deux choses. La première, c'est que quand on revient sur les histoires qui sont partagées, où certes, on n'a aucune manière de prouver ou pas si ce sont des vraies histoires, des blagues ou des anecdotes vécues ensemble. En tout cas, ce sont des choses on a décidé, sûrement Maxwell, que c'était assez important ou juste ou cher à Jeffrey Epstein de mettre dans le premier passage de ce livre. C'est ce qu'elle dit dans sa lettre d'introduction en disant Exactement. Ce sont des histoires, tu vas te régaler de les relire. Donc il y a une sélection qui a été faite. L'histoire, quand on prend des filles sur un bateau et au milieu du lac où on peut plus s'échapper, on ressort un couteau et on leur dit déshabillez-vous, voilà, c'est ça.
l'histoire où quelqu'un est dans un lit, Jeff arrive avec une fille quelques minutes, elle part en courant et ne revient jamais, ou des histoires où on force d'autres à être drogués pendant des aventures aussi, c'était assez important, cher à mettre dans ce livre, dans ce premier passage de début de vie de Jeffrey Epstein. Et la deuxième chose, le détail, j'ai vu on se demandait pourquoi est-ce qu'il y a 2 sections titrées Girlfriends, copines. Et en fait, si on regarde, les 2 sont titrées de 2 manières différentes. La première, Girlfriends, écrit dans un mot, et la deuxième fois, avec en tiré, Girlfriends. On arrivera, mais de ce que j'ai pu comprendre de ce qu'on a regardé, Girlfriends, la première fois écrit comme ça, ce sont des histoires romantiques où on voit les photos avec une copine, quelque chose, et Girlfriends avec le tiré, on est plutôt dans l'aspect conquête et on arrivera. C'est dans ce deuxième chapitre qu'il y a de toute évidence des photos de Virginia Giuffre. Donc voilà pour la première partie. On va donc reprendre maintenant le First 50 Years, volume 2, tome 2. Ce deuxième volume, donc, sur les 50 premières années, The First 50 Years, qui donc... on retrouve cette fois-ci Jeffrey Epstein, c'est son explosion professionnelle à New York, avec l'argent qui va arriver. Donc c'est à la fois sa vie à New York et sa vie à Palm Beach, en Floride, où il va s'installer à quelques kilomètres. Et lorsque je parle de kilomètres, on est, je pense, à 2-3 kilomètres de Mar-a-Lago. Donc, on va voir ces photos-là de cette vie. Donc là, sa vie à New York, travail. La photo d'en bas, c'est avec quelqu'un qui va devenir un de son client essentiel. On va voir une des cartes qu'il lui a envoyées. C'est le créateur de la marque Victoria's Secret. La plupart des photos qu'on a de Donald Trump et de Jeffrey Epstein, c'est lors de son défilé Victoria's Secret et dans les coulisses de Victoria's Secret. Et on sait que Jeffrey Epstein jouait le rôle, c'est de nombreuses victimes ont raconté que c'est la manière dont elles sont tombées dans ce piège-là, de recruteurs de modèles pour la marque de dessous Victoria's Secret. Donc vas-y, on avance. Là, on est dans cette autre vie où il n'y a plus un nuage dans le ciel. Donc c'est sa vie, oui, du côté de la Floride, avec sa première Rolls-Royce. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il collectionnait les Rolls-Royce. On a encore une fois donc les photos et c'est des photos qui sont, cette page-là, c'est des pages qui sont rassemblées par Ghislaine Maxwell, donc qui a accès à toutes les photos personnelles de Jeffrey Epstein, y compris, vous voyez, certaines photos où il est nu, d'autres avec des femmes, des jeunes filles par moment, et entre autres, on voit cette photo sans détailler qui est au-dessus du mot « play », où il a quelqu'un dans les bras, et par rapport à la morphologie de cette personne-là, on se dit c'est quelqu'un d'assez jeune. On se dit, on va pas aller plus loin que ça. Donc vas-y Thomas, circule dans ces documents-là. Jeffrey Epstein et sa première Rolls-Royce. On rentre encore une fois dans des documents, et on est vraiment dans des documents intimes. Hein. On voit que vraiment elle a eu accès à tout et à tout le monde, au lit avec deux personnes différentes. Ce n'est pas Ghislaine Maxwell, parce qu'on verra du côté de la succession, il y a des photos avec Ghislaine Maxwell. On n'a jamais censuré son visage parce qu'elle a été condamnée. On a censuré d'autres parties de son corps sur certaines photos, mais jamais son visage. Donc on sait que cette personne-là, elle est considérée comme étant une victime de Jeffrey Epstein par la succession, hein, qui a travaillé avec les avocats des victimes depuis des années pour dédommager, en utilisant l'essentiel de la fortune
de Jeffrey Epstein, donc pour dédommager ces personnes-là. Donc, en tout cas, voilà. Là, encore une fois, c'est le témoignage d'une girlfriend dans cette partie travail et plaisir, hein, qui dit, voilà, mon Dieu, on est passé très, très vite du mini-avion, le Hawker, à un 727, hein, c'est le fameux Lolita Express. Voilà, encore une fois, personne cachée. Vous commencez à comprendre pourquoi Donald Trump a besoin de dire que la signature et ce document est faux. Parce que Donald Trump est au milieu de ces photos-là. Vous voyez, le document de Donald Trump, d'un coup, le contexte, quand hier, on se demande, il y a beaucoup de monde qui se sont dit, mon Dieu, mais ce dessin, regardez comme la poitrine est peu développée. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump a dessiné une jeune adolescente? Je n'en sais rien. En tout cas, le sujet rentre parfaitement dans le reste. Lorsque vous replacez ce dessin au milieu de tout le reste, et vous verrez, ce n'est pas le seul dessin qui met en scène des adolescentes, vous vous dites, c'est peut-être ce que Donald Trump a voulu faire. En tout cas, vous avez le droit de vous poser la question. Et Donald Trump, aujourd'hui, ne veut pas que vous vous posiez cette question. Vas-y, avance, Thomas. Donc, je vous disais, au milieu de tout ça, dans la partie travail, encore une fois, hein, Ghislaine Maxwell est omniprésente dans tous les chapitres de ce livre-là. Donc, vous voyez, le visage, je vous ai montré cette photo pour vous dire, quand c'est Ghislaine Maxwell, il n'y a pas de doute, il y a son visage. Donc, quand on voit Jeffrey Epstein avec une autre femme au bras, ce n'est pas Ghislaine Maxwell, elle est reconnaissable. Ça nous amène au prochain chapitre. Alors, ce chapitre, il est à prendre avec prudence. Il y a toute une série de lettres, mais évidemment, il n'y a jamais de contexte. Ce sont des lettres écrites par des enfants qui désignent Jeffrey Epstein sous le terme de oncle. C'est possible que ce soit les neveux et les nièces. On n'en sait rien. Je ne vais pas aller dans cette direction-là en disant c'est autre chose. C'est peut-être de la famille de Jeffrey Epstein. Nous n'avons pas ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que je suis passé très vite. La seule partie de ce chapitre enfant qui pose vraiment des doutes malsains, c'est l'illustration que je vous ai choisie. On ne sait pas qui c'est, mais c'est quelqu'un en tout cas qui pose pour Jeffrey Epstein. Voilà, ce sont des photos qui, dans le contexte, encore une fois, sont extrêmement troublantes. On n'a pas plus d'informations sur cette page-là. On sait juste que les photos existent et que elles ont été assemblées pour Jeffrey Epstein. On arrive maintenant évidemment dans cette partie des amis. C'est dans cette partie que Donald Trump figure. Il n'est pas le seul, mais vas-y Thomas, on va avancer. Donc vous voyez, on est encore une fois dans cet univers. On est à quelques pages de la lettre de Donald Trump. Et c'est le témoignage d'un ami qui n'est pas nommé et qui raconte, en utilisant cette photo qui a pu être prise pour un Halloween ou pour n'importe quoi, et qui raconte quelque chose et on se dit, mais ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est quelque chose qui est fantasmé? On n'en sait rien. Mais le sujet est encore une fois extrêmement perturbant parce qu'on parle une nouvelle fois de viol. On parle une nouvelle fois de viol, de s'introduire chez des personnes avec Jeffrey Epstein et de violer des filles sous la contrainte d'armes. Et on voit que donc, dans cet exemple-là, on dit que c'est l'idée, le plan de Jeffrey Epstein de violer, de tuer, de se demander si la victime voudrait encore plus que ça, et qu'à la fin, la personne qui parle de ça, l'ami d'Epstein qui parle de ça, dit « Moi, j'ai pris ma retraite de cette, entre guillemets, de cette vie,
mais j'ai compris comment my old friend Mr. Epstein peut-être, a continué et est devenu le meilleur de tout le business dans cette vie-là. Ouais, et on est en train de parler de viol. Donc, encore une fois, quelle est la part de la réalité? Quelle est la part de fiction? Et si c'est tout fiction, pourquoi est-ce que ça figure, encore une fois, dans ce... En fait, le 50e anniversaire, on est dans la catégorie amis, et voilà ce qu'on trouve très tôt Et dedans. donc, Cody, je voudrais que tu regardes dans le chat. Est-ce que vous comprenez peu à peu, et donc tu me diras, pourquoi Donald Trump est obligé de dire c'est une affaire morte, cette lettre est fausse, n'existe pas? Pourquoi c'est extrêmement gênant pour Donald Trump, en plus avec le gênant. dessin, Ouais. en plus avec le texte qu'il propose, hein, les énigmes, les choses que vous n'avez pas, etc., d'être entre ce genre de documents. Est-ce que vous saisissez la peur de Donald Trump, cette espèce de culpabilité par association? Oui, il Vas-y, n'y a, Cody. y a pas eu une section où on se dit « Ah, c'est pas si gênant que ça, en fait. » Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une section de ce livre, il y a des choses qu'on dit « Mais c'est pas possible. » Et en plus, ce que des gens disaient « Mais comment, même si la section d'enfants est quelque chose de plus ou moins propre, comment est-ce que tu peux inclure ça dans avec des photos de gens nus, avec des histoires de comment on est allé violer des personnes et c'était tu vois, la vie et tout ça. C'est ce livre, et on est que... genre, on a vu quel pourcentage de ce livre? Quasiment rien comparé à ce qu'il y a. Et c'est ça ce qui est vraiment, vraiment inquiétant, c'est de voir que le plus qu'on voit, le pire que c'est. Le pire que c'est. N'oubliez pas, la première fois, on nous a présenté que ce livre existait, on nous a expliqué c'était quoi le contexte derrière ce livre. On nous a expliqué que c'était Maxwell qui est allé vers les amis, les connaissances, la famille, etc. de Epstein et a demandé pour ce genre de choses pour créer ce livre et que tout le livre était dans le même thème. Donc, n'oubliez pas, le contexte, c'est pas « Ah, c'est le 50e anniversaire d'Epstein, je suis son ami, je vais écrire sur nos fantasmes de viol et lui envoyer ça. » C'est Maxwell qui dit « Je fais une espèce de rétrospective sur sa vie, pas que sur sa vie de business et tout le reste. Non, je veux vraiment me focaliser sur ce côté-là de sa vie. Vous le connaissez, vous êtes amis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose qui va faire sourire Epstein en disant « Ah oui, c'est un bon souvenir de mes 50 années dans cette vie-là. » Voilà le contexte de pourquoi tout ça se retrouve. Et donc, la même chose était demandée à Donald Trump. Ouais. Et c'est pour ça que son texte, signé par lui, n'a rien à voir avec le business, n'a rien à voir avec des rencontres à des fêtes comme ça, mais rentre à 100% dans le thème qu'on voit à travers les pages. Non, c'est exactement ça. Il y a plusieurs documents, plusieurs lettres, dont le premier paragraphe est de dire Ghislaine Maxwell m'a demandé de faire ci, de faire ça. Donc on voit qu'elle était vraiment à la manœuvre et que même si ce texte-là et d'autres sont des blagues, et je mets les plus gros guillemets au monde, et je les écris au Sharpie, ces guillemets-là dans le terme de blague, le thème commun de tout ça, c'est toutes ces blagues-là qui vous racontent des viols, qui vous racontent des poursuites, qui vous racontent l'utilisation de couteaux, d'armes, de menaces de mort, d'utilisation de drogue. C'est tout le même thème de déshumaniser ces filles. C'est le point commun de toute cette histoire-là. Vas-y Thomas, on continue notre exploration. Donc ce document est extrêmement intéressant parce que c'est le document écrit par Leon Black. Leon Black, on va en reparler dans une prochaine émission. Évidemment, c'est quelqu'un d'extrêmement important parce que ce qu'on va se rendre compte à mesure qu'on avance ce document-là, c'est qu'il y a un groupe dans le groupe. Il y a les amis du lycée, les amis de la fac, on les a évacués. Et puis, dans le groupe de ce qu'on appelle les amis,
il y a des rencontres, comme est celle avec Bill Clinton, par exemple, mais il y a un véritable groupe, un noyau extrêmement proche de Jeffrey Epstein et qui ont tous le même point commun. Ils sont membres de Mar-a-Lago. Ils sont en même temps amis avec Donald Trump. Leon Black, on le sait, c'est lui qui a accompagné Donald Trump lors de son premier voyage en Russie. Leon Black, on le sait, son fils travaille aujourd'hui pour Donald Trump à la Maison-Blanche. Et lorsqu'on est dans l'idée de se dire, ce qui gêne Donald Trump, c'est ce que dit Thomas Massie, c'est que le dossier Epstein, au-delà du nom de Donald Trump, révèle le nom d'autres personnes qui sont dans la même sphère. Ce livre, ce Birthday Book de 2003, c'est la confirmation de tout ça. C'est la confirmation qu'il y a un noyau dur de personnes autour de Jeffrey Epstein qui connaissent les secrets de Jeffrey Epstein, qui profitent des secrets de Jeffrey Epstein, et Donald Trump fait partie de ce groupe-là. Et donc, dans ce texte écrit par Leon Black, qui a versé plusieurs centaines de millions de dollars à Jeffrey Epstein, et entre autres, pour l'aider à construire tout ce qui était sur l'île, dans les îles Vierges, la fameuse île de Jeffrey Epstein, on voit que on évoque les fameuses conquêtes. Donc encore une fois, on le sait. Regardez le deuxième paragraphe où il y a une référence au livre Le vieil homme et la mer, en expliquant que en fait, le filet qu'utilise à travers le monde, Jeffrey Epstein, il ramène des blondes, des rousses et des brunes. Donc c'est, encore une fois, tout ce texte tourne exactement autour de la sexualité, autour de Jeffrey Epstein en architecte d'un réseau qui passe de Moscou à Paris, Santa Fe, etc., etc., et dont le filet ramène à chaque fois des filles. Leon Black n'a jamais été inquiété. À chaque fois qu'il a été inquiété par la justice, comme ça a été le cas au niveau des îles Vierges, où il allait être poursuivi et jugé, il a signé un chèque, je crois que c'était 135 millions de dollars. C'était une somme énorme. 75 millions de dollars, je me rappelle plus. En cash, oui, c'est du cash. Et en plus, je sais que c'est un petit détail, mais vous voyez un mot en français. Je ne dis pas que ça donne raison de dire que énigme veut dire gamine dans la lettre de Trump. C'est juste un détail, ça peut être un hasard. Mais sans détail dans la phrase, déjà, regarde le contexte. Oui. Wet dream et cauchemar, ok. Donc on parle de sexuel et de cauchemar. Voilà, cette lettre est... Ça, c'est le document de Leon Black. On va avancer, on va continuer à avancer. Donc, vous voyez, c'est signé et on ne signe pas. Donc, imaginez, c'est quelqu'un qui officiellement est en train de parler avec le gars qui est en charge de lui faire payer moins d'impôts. Et on signe Love and Kisses. Gros bisous. Amour et bisous. Et pas Leon Black, Léon. Oui. Parce à la que, main. encore une fois, quand on est dans des trucs de proximité, on signe avec son nom et pas son nom de famille. C'est juste le prénom. Comme Donald. Voilà. Exactement. Là, c'est encore une lettre dont on ne connaît pas la personne. Là, c'est le nom dans le sommaire. Thomas vous a montré le nom d'ami qui a été masqué. D'après certaines personnes, mais ce n'est pas vérifié, donc prudence. Il s'agirait peut-être du prince Andrew, mais ce n'est pas certain, loin de là. En tout cas, cette personne parle d'Epstein comme Degenerate 1 et de eux-mêmes comme Degenerate 2. Ouais, de dégénérer. Donc on nomme Jeffrey Epstein en disant tel dégénéré numéro 1.
je suis le dégénéré numéro 2. Et puis on revient sur des épisodes vécus ensemble, encore une fois, à travers le monde. Et encore une fois, Palm Beach et Manhattan, où on sait que Jeffrey Epstein avait plusieurs de ses victimes qui vivaient avec lui et qu'il offrait à certains de ses amis. Là, il dit « So many girls, so little time ». Il y a tellement de filles et si peu de temps. Vas-y, on continue dans ce document-là. Et là, on arrive sur la carte qui a été envoyée par Jean-Luc Brunel, le Français qui servait, associé, y compris en affaires, avec Jeffrey Epstein, qui servait de rabatteur à Jeffrey Epstein. Brunel s'est suicidé en prison avant son procès. C'est un autre point commun avec Jeffrey Epstein qui est mort en prison avant son procès. Donc il y a une série de photos comme ça à la Warhol, la joie, la paix, etc., qui en bas de page sont signées. Je pense est-ce qu'on a le bas de la page qui est signé, qui est continue jeune homme. Et puis Jeffrey Epstein était un passionné de mathématiques. Et donc, la carte de Brunel se poursuit avec une série d'équations qui n'ont aucun rapport entre elles, avec le nom de mathématiciens célèbres, Archimède, Euclide, Pythagore, Epstein et Brunel. Mais le plus troublant, c'est la page suivante, la résolution de l'équation. Vas-y, Thomas, qui est en rouge, G plus 15. Et évidemment, le message écrit ton ami Jean-Luc qui est signé. Le G, est-ce que c'est G comme girl, comme fille? 15, c'est une manière, plus 15, de parler d'âge. Est-ce que la résolution de cette équation qui n'existe pas, qui est surlignée en fluo et encadrée par Brunel, est encore une allusion à leur secret? C'est possible. On continue. On arrive, suite à ça, au message de Bill Clinton, qui aussi a une référence voulue, pas voulue, mal placée, on n'en sait rien, sur la curiosité enfantine, childlike, de Jeffrey Epstein. Donc, voilà, on connaît la position officielle de Bill Clinton, mais il figure parmi ces documents. Et il faut le dire, et si Bill Clinton est coupable de quoi que ce soit, ou si Bill Clinton savait, il doit répondre à la justice. Ce n'est pas une histoire de démocrates ou de républicains. On avance. La lettre de Dershowitz, l'avocat. Et là, il faut être extrêmement prudent parce qu'on sort la lettre de son contexte en disant c'est une lettre. Il dit, voyez, c'est au moment où Vanity Fair fait son enquête sur Jeffrey Epstein. C'est le moment où la journaliste, je vous avais raconté cet épisode-là, de Vanity Fair, rencontre les sœurs Farmer, qui rencontrent comment elles ont été violées 10 ans plus tôt par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Elles parlent de Donald Trump et leur partie, leur histoire sera coupée de l'article. Et là, Dershowitz plaisante sur le fait que, ou pas, qu'il est intervenu dans ce dossier-là. Il va publier une fausse couverture de Vanity Fair qu'il appelle Unfair, où tout est ramené à Jeffrey Epstein. Donc c'est pour ça, les propos de Dershowitz, c'est possible que lorsqu'il dit, voilà, j'ai réussi, il parle que de Clinton et pas de toi, c'est peut-être une blague, c'est plus certainement une blague, mais on sait qu'en coulisses, les avocats de Epstein sont intervenus pour que Vanity Fair censure son papier.
Voilà, un faux début d'article qui va dans le même esprit où on se moque de Bill Clinton. Bill Elkus, qui est le seul à avoir été sollicité par le New York Times et qui a répondu par rapport à ce message parce qu'il raconte que où que l'on aille, y compris dans le fin fond de l'Idaho, je pense que cette histoire de l'Iowa, où les filles ressemblent à un élevage de porcs, parce qu'elles sont toutes laides. Epstein, lui, a toujours avec lui, qui l'accompagne, des créatures féeriques qu'on a l'impression qu'elles arrivent d'une agence d'escort girl. Qu'il arrive à les faire apparaître quand il veut. Il arrive à les faire apparaître quand il veut. Et donc, Elkus, qui est un des premiers actionnaires de eBay et de PayPal, qui est un milliardaire aujourd'hui. C'est le point commun de toutes ces personnes qui sont les amis de Epstein. Ils étaient millionnaires et sont devenus milliardaires ces dernières années. Il a expliqué que tout ça, c'était une blague, que c'était quelque chose de fantasmé, qui ne s'était pas passé. C'était juste pour montrer comment Jeffrey Epstein était charismatique. Donc, ce sont ses propos. En tout cas, je voulais vous les montrer. Vas-y Thomas, on continue à avancer dans ce document-là. Là, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est un ami qui apparaît simplement sous le prénom de Nick et qui donc explique qu'il revient sur des souvenirs. Et encore une fois, toutes ces histoires sont autour de jeunes filles, de conquêtes voulues ou pas, de jeunes filles forcées ou pas, de jeunes filles. Thomas, tu peux retourner dans la table des matières, juste pour que vous compreniez quelque chose. Donc, on est dans cette partie amis. On a vu Bill Elkus à l'instant, donc terminé là. On va dans la deuxième partie. Il y a Nick Lees qui est là. Voir. Pardon ? On est en train de voir Nick Lees. On est en train de voir. Et donc, vous voyez, il n'y a pas encore le document de Donald Trump, mais on y arrive. Vas-y, c'est fait en ordre alphabétique. C'est fait par ordre alphabétique, la liste. Là, c'est un autre document d'un autre financier de New York, c'est la photo de l'île de Jeffrey Epstein. Voilà, en nous disant que ce sont ces maisons glorieuses où il aime partager avec ses amis, entre parenthèses, yum yum, c'est bien bon. Vous interprétez ça comme vous voulez. Qui accompagne, voilà. Avec la photo qui accompagne. Qu'est-ce que Jeffrey Epstein partageait sur son île avec ses amis ? Cet autre document, je ne me rappelle plus pourquoi je l'avais sélectionné. J'imagine qu'encore une fois, c'est parce qu'il y a... C'est le contexte pourquoi il y a des photos de l'Afrique qui sont dedans. C'est peut-être ça. Non, je sais pourquoi. C'est parce que c'est un ami, encore une fois, Nathan, qui écrit à Epstein en disant, voilà, Ghislaine Maxwell m'a contacté pour faire ce courrier-là. J'ai vraiment hésité à la manière de qu'est-ce que je devais écrire, est-ce que ça devait être un document philosophique, etc. Et la meilleure manière dont j'ai trouvé qui pouvait résumer qui tu étais depuis ces 50 ans, ce sont les photos suivantes. Donc ça, c'est la note qui ne précise pas. Et c'est ça, les photos suivantes, c'est un collage de photos d'animaux ayant des relations sexuelles, pour la plupart, ou dont on voit l'organe sexuel. Donc c'est la manière dont on résume Jeffrey Epstein en roi de la jungle. À vous de déterminer quelle est cette jungle-là. Un autre ami. Super. Et regardez, ils le savaient tous. Cher Jeffrey, bon anniversaire. C'est des clip arts. À l'époque, on utilisait les clip arts. C'est le début des ordinateurs. L'avion, c'est le Lolita Express. Et dessous,
des femmes. 4 femmes. Et voilà, encore une fois, les secrets de Jeffrey Epstein étaient connus par son groupe d'amis. Ce dessin, c'est peut-être le dessin le plus troublant de ce document-là. On va faire une petite pause et on va en parler. À tout de suite. Donc, on va ouvrir le dossier Joel Pashko très rapidement parce que ce dessin est extrêmement troublant. Il accompagne, on va voir cette autre page, cette photographie dont on vous a montré hier, de cette remise d'un faux chèque pour signé, soi-disant, par Donald Trump, remis à Jeffrey Epstein pour payer pour l'achat, donc $22 500, payé pour l'achat d'une femme. Pour l'achat d'une femme. Donc, on voit Jeffrey Epstein. Au milieu, c'est Joel Pashko qui donc a mis cette photo-là, a écrit ce texte-là et a envoyé le dessin qu'on vient de vous montrer avant de revoir le dessin. Il y a plusieurs informations extrêmement intéressantes. Ce matin, à la Maison-Blanche, on a posé la question à Caroline Leavitt sur cette photo-là et savoir ce qu'elle en pensait. On l'écoute tout de suite après. Thanks, Caroline. One of the other documents released by the House Oversight Committee contained a photo of Jeffrey Epstein holding an oversized check that was made out to him in the check from the president for $22,000 for a fully depreciated woman. I wondered if the president has any recollection of that or what you guys make of that photo that was included in those documents. Did you see the signature on that check? It is not Donald Trump's signature. It is absolutely not. The president did not sign that check. But does he recognize Jordan, the woman? go ahead. No. Voilà, réponse de Caroline Leavitt. Ce n'est pas la signature de Donald Trump. Il n'a pas signé ce chèque-là. Et encore une fois, c'est une manière de rajouter de la confusion et de ne pas répondre au véritable contexte. Jamais personne a dit que c'était Donald Trump qui avait signé ce document-là. Et on en revient à la question du journaliste qui n'a même pas été foutu de lire l'article du Wall Street Journal et du New York Times qui raconte l'histoire de cette photo en disant que c'est une espèce de blague faite à Donald Trump et que, en fait, c'est parce que à cette époque-là, Jeffrey Epstein et Donald Trump étaient en concurrence pour la même femme, la même fille, qui était une Européenne. Donc tout ça est raconté. Et qu'à un moment, ils avaient presque failli se disputer. Il y avait une concurrence. C'est des choses qu'a raconté d'ailleurs Michael Wolff, cette espèce de concurrence entre les deux, de sortir avec les mêmes conquêtes, d'essayer de battre l'autre pour aller avec une femme. Et ça s'était conclu par le fait qu'il y avait eu ce message-là où, en gros, c'était Jeffrey Epstein qui disait « Ok, si tu as gagné, c'est parce que, en fait, tu m'as payé pour que je te donne cette victoire-là. » Jamais on dit c'est Donald Trump qui a fait ce chèque-là. Et le journaliste qui pose la question, il offre à Caroline Leavitt la possibilité de dire « Non mais regardez, c'est encore un faux, hein, c'est pas lui qui a signé. » Mais non, on le savait. C'est tellement... Et on remet exactement de la confusion parce que c'est pas la première fois qu'on entend de fake signature. C'est la même excuse qu'on utilise pour la lettre de Trump. C'est fake signature. Donc à la place de parler du fake signature, on devrait être en train de parler du fait attends, c'est une preuve de plus que Trump est dans le cercle d'Epstein qui est que sur cet abus, sincèrement, voilà, de femmes, de ce monde qu'on est en train de voir dans le livre, sur chaque page. Et il est tellement proche que Donald Trump, quand il voit cette photo-là, à l'époque, en 2003,
Il la comprend. Lorsque Jeffrey Epstein pose pour cette photo-là, il la comprend. Lorsque Joel Pashko organise cette photo-là, il sait que de Epstein à Trump, ils vont comprendre de quoi on parle. Ils vont comprendre la blague. They are in the joke. Et il se dit, c'est tellement quelque chose qui est vrai, qui fait plaisir à Epstein, qui a marqué leur relation, que je vais envoyer ça pour fêter le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Ouais, c'est ça ce que je mets en avant, c'est le bon souvenir, c'est le truc. Tu t'en rappelles la fois où on avait fait cette blague à Donald Trump? Voilà, qui va définir Depuis notre relation. Mar-a-Lago. Hein, tu t'en rappelles la fois où on avait fait cette blague? Donc c'est voilà, ce que je vous dis depuis le début. c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ce document existe, parce que il prouve que Donald Trump fait partie de ce cercle. Leon Black, Joel Pashko, Les Wexner et Jeffrey Epstein. Et plus que ce cercle, il nous a dit lui-même qu'ils étaient meilleurs amis depuis 15 ans. Donc voilà. Là, c'est cette excuse de dire mais la signature, c'est de dire ok, il y a toute la maison qui brûle, mais on a trouvé un tout petit coin où le feu n'est pas encore arrivé. Regardez, il n'y a pas de feu. Quand tout le reste est en train de brûler. Et ça, ce qui est tellement frustrant, c'est d'essayer de mettre l'attention sur quelque chose qui est vraiment, qui sert à rien. C'est pas le débat. C'est exactement ce débat, c'est de voir toutes ces pages où on voit histoire après histoire de viols, de choses vraiment horribles, et de dire Trump fait partie de ça. Trump, c'est ses amis et tout ça. Et c'est vraiment dur de voir que la Maison-Blanche est en train d'essayer d'installer ce narratif. On reviendra sur Joel Pashko, mais je voulais vous montrer une photo. C'est un membre. Il est toujours... il a refusé de commenter parce que Joel Pashko est toujours en vie. C'est un ami de Donald Trump depuis des années. C'est un membre de Mar-a-Lago depuis des années. Hein. C'est lui, là, avec Heidi Albertstein, avec Donald Trump à Mar-a-Lago pour une soirée caritative. Je vous en reparlerai sûrement dans l'émission de demain, parce que vous allez voir, c'est une histoire extrêmement troublante. Mais je voudrais qu'on revienne sur le dessin qui accompagne cette carte. Donc, non, vas-y, dans le même dossier, Thomas, dans le même dossier. Donc, c'est très important qu'on reste dans le même dossier. Vas-y, montre le dessin. Donc, voyez ce dessin. Il n'est pas signé, mais il accompagne dans le livre la photo de la blague faite à Donald Trump. On voit Jeffrey Epstein en 1983 en train d'approcher des fillettes avec des ballons et des sucettes. Donc, on le voit là, hein, c'est de manière très claire. En 1983, ce n'est pas un adolescent, Jeffrey Epstein. Cody, si tu peux nous regarder l'âge qu'il avait, je pense que il est dans sa trentaine. C'est le moment où il enseignait justement à des adolescentes. Donc, c'était pour ses 30 ans. Donc voilà, effectivement. Il avait 30 ans, donc à 30 ans, il approche des fillettes. Donc on sait. Et en 2003, on le voit entouré de jeunes femmes, on ne va pas extrapoler sur l'âge, qui sont toutes en train d'être déshabillées. Il se fait masser les pieds. C'est un thème qui revient, je suis désolé dans les détails, mais il faut que vous compreniez ça. C'est un thème qui revient dans tout l'album. Chaque fois, ça commence par ce massage de pieds. Il y a des photos de Ghislaine Maxwell et de lui dans l'avion avec Jean-Luc Brunel où il est en train de se faire masser les pieds. On voit ça. Une des filles est en train de masser dans une partie très précise de son corps et elle a un tatouage sur la fesse. Il y a l'avion, le Lolita Express, tout est là. Donc il y a écrit en 2003, mais que ce pays est formidable. Ben oui. De 83 à 2003, on est devenu millionnaire en centaines de millions. On a une vie de pacha. On est entouré de filles. On n'a plus besoin d'aller faire les sorties des écoles. C'est Ghislaine Maxwell qui le fait pour vous. Il y a Lolita Express, et puisque tout le monde est parti en nous expliquant, bah oui, en plus, c'est l'île de Jeffrey Epstein. On va voir l'île de Jeffrey Epstein, Thomas, si tu peux nous la montrer. Donc voici l'île de Jeffrey Epstein avec la maison. Vous avez l'île. On va avoir un deuxième cliché de la
Et en fait, on se rend compte que c'est pas l'île Oh. qui est dessinée sur ce document-là. Il y a un bâtiment qui ressemble énormément. Je ne dis pas que c'est la selle, mais en 2003, le point commun entre Joel Pashko et Jeffrey Epstein, c'est qu'ils sont tous les deux membres de Mar-a-Lago. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre une photo de Mar-a-Lago? Palmiers, toit rouge, plusieurs étages, de l'eau derrière. Voilà. Je ne dis pas que c'est Mar-a-Lago. Moi, oui. Impossible. Je ne peux pas. Moi, oui. l'affirmer. Regardez les fenêtres, Le nombre de niveaux. en cercle, et tout. Non, c'est voilà. Si c'est Mar-a-Lago, et si cette carte a été envoyée par Joel Pashko, qui est un des meilleurs amis de Donald Trump, qui est toujours un membre de Mar-a-Lago aujourd'hui, vous avez Jeffrey Epstein en train de se faire masser, Pas que massé non plus. Il faut Non, le mais- dire. C'est- on va dire ça aujourd'hui, d'accord, à Mar-a-Lago. C'est ce document-là. Vous comprenez pourquoi Donald Trump ne veut pas, pourquoi Caroline Leavitt ne veut pas que l'on parle de cet album que j'ai lu pour vous dans sa totalité et que l'on préfère dire non mais tout est faux. Parce que si la signature est fausse, si la deuxième signature est fausse, ça veut dire que ça aussi c'est faux. Sauf que non, tout ça est vrai. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Ouais, merci d'être avec nous en direct alors que l'on épluche le birthday book, hein, celui dont Donald Trump ne veut surtout pas que vous voyiez le contenu. On est en train de le faire. Si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous nous regardez sur X, merci évidemment de votre curiosité. Mais venez vous abonner, hein, c'est complètement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, de nous apporter une visibilité. Vous cliquez sur la chaîne notification pour ne rien rater et puis vous venez dans le chat pour discuter avec la communauté. En tout cas, merci d'être là. Donc on va retourner dans l'ordre chronologique de cette série de documents. Thomas, est-ce que tu peux revenir dans le livre? Donc comme je vous le disais, sur 2 pages, vous avez le dessin, puis cette photographie. C'est pas le seul dessin. Il y a... Voilà, je suis content qu'on le dit. Ça fait plusieurs fois qu'on est dans des dessins. Oui, mais bien Ouais. sûr. C'est un thème récurrent, Voilà. le dessin. La preuve, il y en a d'autres. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a un dessin, on comprend, on sait ce que fait Jeffrey Epstein. Regardez, Paris, Little Los Angeles, Santa Fe, New York. Santa Fe, c'est à quelques mètres, c'est dans la banlieue de Santa Fe qu'il a ce ranch où il a violé pour la première fois Annie Farmer, qui témoignait mercredi devant le Capitole. Donc voilà, c'est Palm Beach. Ce sont les lieux où Jeffrey Epstein exerçait ses crimes. C'est dans cet album et c'est la page après, il me semble, le dessin de Donald Trump. On arrive donc maintenant à la troisième partie. Donc on n'est pas encore à Donald Trump parce que il fallait un 3e album pour relier tout ça. On continue. C'est possible que oui. Non, il est au début. Je ne l'ai pas mis parce que je sais que tu l'avais. Mais on continue dans l'exploration. On arrive, tu vois, tu peux aller voir, si tu peux retourner au sommaire, à la 2e page du sommaire, c'est ce message de Leslie Wexner, donc le créateur de
Victoria's Secret, il est 2 pages après Donald Trump. Donald Trump se trouve au milieu entre le dessin de Joe Pascoe et le dessin, encore une fois, le dessin, un de plus, de Leslie Wexner, qui est le bienfaiteur de Jeffrey Epstein. Donc Thomas, si tu peux y retourner. Donc ce dessin en disant « Cher Jeffrey, je voulais t'offrir ce que tu voulais vraiment. Donc le voici. » Et c'est une paire de seins. C'est un open secret. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde dans ce groupe sait les activités de Donald Trump, de Jeffrey Epstein. Et Donald Trump est entre ces deux. C'est pour ça que je vous les ai montrés. Si tu peux nous montrer, tiens Thomas, est-ce que tu peux nous faire, pour que vous voyez l'ampleur, de voir le dessin de Pascal, le dessin de Trump, le dessin de Wexner. Qui est sur le même thème. Hein. Ah, bien sûr. Non, mais c'est encore une fois, quand on voit la lettre toute seule et qu'on la voit maintenant avec le contexte de tout le reste de ce document, c'est encore pire. C'est encore pire parce que c'est pas juste, ok, peut-être c'est une blague un peu bizarre. Non, c'est le thème de tous ses amis. Ouais, c'est des gens qui ont été condamnés, tu vois. On sait que dans son cercle, comme Jess Staley, qui ont été condamnés pour des crimes sur des enfants. Voilà, on est vraiment dans ça et c'est pour ça que Donald Trump ne veut surtout pas en parler et c'est pour ça qu'on est en train de vous faire croire que tout ça, ce sont des faux, parce que si jamais ces images arrivent devant les électeurs américains, de dire non mais c'est faux, tout est bidon dans tout ça, c'est pas intéressant. Non, ensemble, mis bout à bout, cet album dessine un véritable portrait d'hommes de pouvoir, d'argent, qui se pensaient intouchables et qui étaient tous au courant, parce que tous vivaient la même vie. Demain, on parlera de Pascal et de son réseau au sein de Mar-a-Lago. Tous vivaient la même vie. Et Donald Trump est au milieu de ces personnes-là. Et Mar-a-Lago joue un rôle central. Certaines des filles qui sont recrutées par Ghislaine Maxwell travaillaient à Mar-a-Lago. Et vous avez ce dessin qui très certainement décrit Mar-a-Lago avec Jeffrey Epstein en train de se faire masser à Mar-a-Lago. Deuxième partie de cet album, deuxième partie, on est dans le 3e volume donc de cette partie Girlfriends, où il y a des témoignages et des photos. On va passer rapidement parce qu'une énorme partie est évidemment censurée parce que on protège les victimes, ce qui veut dire que j'ai oublié le terme, les légataires de Jeffrey Epstein considèrent que ce sont des victimes qui sont en photo. Donc vous voyez tous ces points, tous ces carrés noirs pour les protéger. On arrive à ce témoignage où on explique que c'est une personne qui a massé en disant « J'ai reçu un coup de téléphone de Ghislaine qui m'a demandé de participer à ce livre-là. » Et donc, elle explique qu'elle a massé 2 fois Ghislaine Maxwell, donc une série d'un témoignage. Vas-y, avance. On arrive dans ce genre de documents qui sont envoyés à Jeffrey Epstein. Une série, encore une fois, de Girlfriends, de l'île de Jeffrey Epstein à des voyages en Europe. Et c'est là que je pense que la personne au premier plan par rapport au lieu, c'est Virginia Giuffre. Il y a d'autres photos qui me permettent de penser que c'est Virginia Giuffre. Chronologiquement, c'est cette période-là où elle a accompagné pendant un an et demi, avant de s'enfuir,
Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Ouais. Encore une fois, hein, lorsque Ghislaine Maxwell présente cet album en expliquant qu'il n'y a rien dedans, ben vous avez là les photos d'une très jeune fille photographiée dans un placard, apparemment, d'après ce qu'elle dit, par Jeffrey Epstein. C'est une victime de Jeffrey Epstein. C'est soit une adolescente, soit quelqu'un qui a juste au-dessus de l'adolescence. Mais en tout cas, c'est difficile de la part de Ghislaine Maxwell de dire « Ah non, mais rien du tout. Il n'y avait rien du tout dans cet album-là. » Ouais, déjà qu'elle ne savait pas que ça existait quand on a vu combien de lettres il disait « Il y a Ghislaine qui m'a appelé, il y a Ghislaine qui m'a écrit Ouais. pour ça » et que bon, le document commence avec sa lettre à elle. Et là, on a un montage fait par Ghislaine Maxwell de 2 pages de jeunes filles, Certaines très jeunes. Hein. certaines très jeunes, qui évidemment ont été protégées. Donc, on ne reconnaît pas les visages, mais vous vous rendez compte que l'on parle ici, il y a des jeunes filles très très jeunes dans la piscine à Palm Beach de Jeffrey Epstein. Et Donald Trump, à un moment, lorsqu'il a été interrogé par Edwards en 2009, et lorsque Edwards avait l'information que Trump était allé chez Jeffrey Epstein à un moment où il y avait des jeunes filles dans la piscine, Donald Trump a dit oui, mais je pensais que c'était pour son travail social, c'était c'était pour une opération caritative. Et donc voilà, vous avez une photo en plein milieu. Vas-y Thomas, on continue à avancer. Donc vous voyez le nombre, tout ça dans le même album où figure On est dans Girlfriends là. la lettre de Donald Trump. Ouais, on est dans Girlfriends. Et par moment, vous en avez 3. Hein, si tu peux revenir à 3 filles ensemble qui sont là et les 3 visages sont masqués. Les 3 visages sont masqués. Ces 2 pages ont été assemblées par Ghislaine Maxwell. Donc là, ça en est encore une autre. Vas-y Thomas, circulons. Avançons. Pareil, c'est une autre qui dit « Qui suis-je » Donc c'est quelqu'un de plus âgé. Donc le visage a été découvert. Donc où elle explique qu'elle a été, elle le dit de manière positive, hein, elle a rencontré Jeffrey Epstein alors qu'elle était divorcée, elle avait 22 ans, elle était serveuse dans un hôtel-restaurant et que grâce à sa rencontre avec Jeffrey Epstein, désormais elle habite à New York, elle a pu voyager à travers le monde, hein, vous voyez Paris, Londres, Saint-Tropez, et que c'est comme ça qu'elle a pu rencontrer le Prince Andrew, le président Clinton, Donald Trump, Kevin Spacey, Michael Jackson, et que grâce à lui, elle a pu prendre le Concorde, grâce à lui, elle a pu assister à un défilé Victoria's Secret, et grâce à lui, elle a pu visiter Buckingham Palace et s'asseoir sur le trône de la reine d'Angleterre. Et il existe effectivement des photos de Kevin Spacey. Vous savez les accusations contre Kevin Spacey, de Kevin Spacey et de Ghislaine Maxwell assises sur le trône de la reine Elisabeth. Donc voilà, on avance. On arrive à la fin de cet album-là. Ouais. C'est la partie qui a été offre Ghislaine Maxwell pour conclure à Jeffrey Epstein, qui s'appelle « Les prochaines 50 années ». Il y a une photo de Jeffrey Epstein sur un hamac, sur son île, et donc en lui expliquant que les 50 prochaines années seront pleines de souvenirs et de photos à la hauteur de ce qu'on vient de voir. Et puis la dernière page de l'album, hein, signée encore une fois Ghislaine Maxwell, qui lui dit à tes prochaines 50 années, il faut toujours savoir quand on est en train de gagner
et que donc les 50 prochaines années seront encore plus merveilleuses Wonderful. que ce qu'on vient de vivre. Wonderful, c'est le mot aussi utilisé par Trump. Bon, Il avait utilisé terrific aussi. Donc, non, mais- dans la lettre. Non, dans la non, lettre, c'est- oui, Wonderful Secrets, oui. Ah, non. Il avait utilisé 2 fois. Bon voilà, c'est la dernière page de cet album. Vous comprenez pourquoi je voulais absolument faire cette émission aujourd'hui. Je voulais absolument remettre le document que Thomas va vous remontrer de Donald Trump en contexte pour que vous compreniez un petit peu plus le poids de ce document-là, qui a déjà été extrêmement fort sorti de ce contexte-là, mais qui pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, prend tout son poids, toute sa force lorsque vous le remplacez dans le contexte. Et ce mensonge impossible de nous dire que ce que vous voyez est faux, ce que vous lisez est faux, que cette signature est fausse, qu'il y a des experts qui vous expliquent que cette signature est fausse, c'est pour cacher cette vérité, c'est pour cacher ce réseau qui, sérieusement ou sous forme de plaisanterie, était là pour déshumaniser ces jeunes filles, ce réseau d'amis proches dont faisait partie Donald Trump, parce qu'il y a aussi un problème d'analyse, c'est que aujourd'hui, lorsque j'ai lu par exemple l'article qu'a fait le New York Times sur le sujet, c'est que on ne se place pas dans la perspective de 2003 pour analyser ce document-là lorsqu'il a été fait, mais on se place dans la perspective d'aujourd'hui. On dit, il y a le président Clinton et il y a le président Trump. En 2003, lorsque Donald Trump... Et on dit, non, c'est impossible que le président Trump fasse ce genre de dessin. En 2003, lorsque Donald Trump fait ce dessin, il n'est ni président des États-Unis, ni ne songe à devenir président des États-Unis. Il a 57 ans, pas quasiment 80. C'est quelqu'un qui multiplie les aventures sexuelles, c'est quelqu'un qui multiplie les divorces, qui n'hésite pas à dire qu'il est attiré par des jeunes filles qui ont plutôt le début de la vingtaine, qui n'hésitent pas à s'afficher avec Jeffrey Epstein, qui n'hésite pas à faire des fêtes à Mar-a-Lago ou en dehors des trentaines de modèles aspirants qui sont invités. Les deux seuls autres invités sont Donald Trump et Jeffrey Epstein. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut revoir cette lettre pour comprendre que en 2003, Donald Trump n'ignorait pas grand-chose des activités de Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein s'est retrouvé face à la justice qu'en 2007, à la fin de 2007, pour finalement avoir un accord négocié par quelqu'un qui allait devenir un des ministres de Donald Trump, et qu'il faudra attendre 2019 pour que une partie des secrets de Jeffrey Epstein soit enfin révélée. 16 ans après ce document-là, ce qui veut dire au minimum 16 ans de silence, 16 ans de complicité. Et que hier soir, lorsque j'ai fini de passer à travers ce document-là, entre dégoût, nausée et révolte, je me suis dit, évidemment, maintenant, plus que jamais, je comprends pourquoi Donald Trump ne souhaite pas que le dossier Epstein soit rendu public.